Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Les affaires de pédophilie à l'école, comme celle de Cormeilles cette semaine, illustrent les difficultés de l'éducation nationale à briser totalement la loi du silence. Des progrès ont été faits, mais le chemin est encore long. Ambiance de carnaval à Montpellier pour les amis de José Bové qui ont défilé dans la ville. José Bové qui comparaissait pour la destruction du McDonald's de Millau. 6 mois de prison dont 3 fermes ont été requis. José Bové sera en direct dans cette édition. En Israël, Ariel Sharon, autour du thème de la sécurité, serait sur le point de former son gouvernement d'union nationale. Il a obtenu l'accord d'Ehud Barak, reste l'acceptation du Parti travailliste, alors que de nouvelles violences se sont produites aujourd'hui à la frontière libanaise. Nouveau départ vers les stations de sport d'hiver, avec pour les plus sportifs la tentation du hors-piste. Rappel de prudence et d'humilité pour cette pratique qui n'est pas hors la loi lorsqu'elle est sous contrôle. Pas un jour sans donc une nouvelle affaire de pédophilie. Probablement la décision des victimes de briser la loi du silence en incite d'autres à enfin parler. Aujourd'hui, c'est un prêtre qui est accusé d'avoir violé dans le Maine-et-Loire des jumelles il y a près de 15 ans. Une information judiciaire a été ouverte et seule la justice peut désormais apaiser la douleur de ces enfants devenus adultes. Florence Bouquilla, Cyril Paquier. Sandrine et Béatrice avaient alors 12 ans. Le prêtre de leur paroisse, leur directeur de conscience, en avait 62. Peu à peu, il était devenu l'ami de la famille. Selon les jumelles, entre 1987 et 1989, l'abbé leur aurait fait subir une quinzaine d'attouchements sexuels et de viols. Les faits auraient eu lieu ici, à la maison de repos des Récollets, où le prêtre se trouvait en convalescence. Il y convoquait les fillettes 1 à 2 fois par semaine, afin, disait-il, de les éduquer religieusement et moralement. Il nous a violés, il nous a détruits, il a détruit notre vie de jeune fille, notre vie de famille, en disant à nos parents, en nous disant que nos parents étaient au courant. Vous vous rendez compte quand on allait dans la cuisine, quand on mangeait en famille, ce qu'on pensait de nos parents, ça a été une horreur. Il a détruit notre vie de jeune fille. En 1989, pour la première fois, les jumelles parlent à leurs parents. Et le prêtre écrit à la famille cette lettre étrange. Vous avez été tellement merveilleux pour moi que je ressens profondément le mal que je vous ai fait. Ce mal, je ne le voulais pas. PS, cette lettre, je vous serai reconnaissant de la détruire. Bouleversés, ses parents très pratiquants cherchent alors de l'aide auprès des représentants de leur église. Ils demandent audience à Monseigneur Dorchamp, ancien évêque d'Angers. C'était un prélat derrière son bureau qui est venu prétentieusement nous dire que Jean a eu quelques problèmes de santé, c'était un des petits problèmes, il ne fallait plus en parler, c'est fini, on n'en parle plus, monsieur l'abbé et tout va bien, et pour finir, qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux plus entendre parler de cette affaire. Joint par téléphone, l'ancien évêque d'Angers affirme au contraire avoir à l'époque agi pour que la justice suive son cours, mais sans donner de détails. L'actuel curé de Douai-la-Fontaine, lui, reconnaît son désarroi. Moi, je ne suis pas condamné. Il y a sans doute une situation. Bon, voilà, il faut que la vérité, c'est à la justice d'aider à faire la vérité, et puis après, de permettre aux gens à vivre. Le 26 février prochain, une confrontation entre les jumelles et l'abbé aura lieu ici, au tribunal de grande instance de Saumur. Tout récemment, l'Église a donné pour consigne la transparence dans ces affaires de pédophilie. Mais les événements récents de Cormeilles montrent qu'une autre institution, celle-ci laïque, l'Éducation nationale, a bien du mal à rompre avec la pratique du silence, comme s'il fallait protéger ou éviter tout scandale autour d'enseignants aux pratiques douteuses. Et la circulaire de Ségolène Royal, parue en 1997 contre les violences sexuelles, a certes ouvert le chemin, mais la route est encore longue. Et la nuque. Comment un instituteur a-t-il pu pendant 10, peut-être 20 ans, abuser de nombreux enfants sans jamais être inquiété? L'affaire de Cormeilles réveille les consciences, pose les vraies questions, en particulier celle de l'attitude et des habitudes de l'éducation nationale. Par peur du scandale, par esprit de corps aussi, elle a souvent préféré fermer les yeux, étouffer des affaires, plutôt que de les révéler. Il y a eu des mutations qui n'étaient pas réellement des sanctions disciplinaires, alors que maintenant, la mutation de complaisance, à mon avis, existe de moins en moins. On a des déplacements d'office, plutôt hors académie d'ailleurs, et donc ce sont des sanctions officielles. Juin 1997, la circulaire royale change les données. Le texte ministériel oblige les fonctionnaires de l'éducation nationale à signaler les délits dont ils ont connaissance.
Les langues commencent à se délier. Au cours de l'année scolaire 98-99, 131 affaires de pédophilie sont signalées, 75 condamnations sont prononcées. La loi du silence se fissure, elle n'est pas encore brisée. Si on a encore des affaires qui ne remontent pas à la surface, c'est probablement donc à l'échelon déjà local, au plus près des jeunes. Donc c'est forcément bien sûr les chefs d'établissement qui sont en première ligne et qui parfois, par manque de courage, ne vont pas jusqu'à une information, une enquête approfondie dans leur établissement. Plus que jamais aujourd'hui, la parole de l'enfant est prise en compte. Gendarmes, magistrats, enseignants sont désormais formés à l'écoute, à identifier des changements dans les comportements. Je crois qu'en quelques années, on est passé d'une culture du silence à une culture de la vigilance. Et c'est un très grand changement. Longtemps, l'éducation nationale est restée souvent muette sur ces questions qui, disons-le, se limitent à quelques cas. En moyenne, 150 cas par an, dont la moitié seulement donne lieu à une condamnation. Briser le silence, c'est un devoir, mais à condition de se garder d'un autre danger. Une accusation mensongère peut aussi briser une vie. À l'évidence, Émile Louis n'échappera pas à la justice. Il n'y aura sans doute pas de prescription pour les disparus de Lyon. En tout cas, sa demande de remise en liberté a été rejetée en début de semaine. Et aujourd'hui, dans le Var, il a été mis en examen et écroué pour crimes sexuels qu'il aurait commis dans ce département. Sandrine Aramon. Émile Louis est arrivé dans la plus grande discrétion au palais de justice de Draguignan. Le chauffeur de bus retraité se voit ainsi rattrapé par son passé varois. Aussitôt déféré devant le juge d'instruction, Émile Louis a été mis en examen pour viol avec torture et acte de barbarie sur personnes particulièrement vulnérables, ainsi qu'agression sexuelle sur mineurs de 15 ans. Ce sont des faits qui ne sont pas prescrits, qui s'échelonnent entre 1993 et 1996. Alors qu'il est domicilié à Draguignan, les victimes sont des personnes de son environnement familial ou social. À ce jour, 4 victimes ont été clairement identifiées. Le témoignage de l'une d'elles a permis de relancer l'affaire, une jeune femme qui aurait été violée par Émile Louis en 1996. Cette première accusation donne le feu vert aux investigations. Au cours de leur enquête, les gendarmes de Toulon collecteront des faits jugés graves et compromettants. Cet après-midi, à l'issue d'un débat contradictoire, Émile Louis a été placé en détention à la maison d'arrêt de Draguignan. Une nouvelle audition est prévue en début de semaine prochaine. Les amis de José Bové ont tenu parole. Le carnaval était bien au rendez-vous dans les rues de Montpellier cet après-midi après la comparution du leader de la Confédération paysanne pour le démontage ou plutôt le saccage, selon l'avocat général, du McDonald's de Millau. En appel, le parquet a requis 6 mois de prison, dont 3 fermes. Décision le 22 mars prochain. Florence Griffon, Léo Lamberton et Blaise Grenier. On connaissait la Gay Pride, voici la Bové Pride. Oubliez l'austérité du tribunal. Cet après-midi, tout le monde s'amuse. 15 000 personnes dans les rues de Montpellier, toutes ravies de pouvoir exprimer leur soutien à José Bové et à sa cause. Moi personnellement, je travaille dans le domaine de la recherche et je pense qu'il est important de continuer le combat contre les OGM. Si José va en prison, j'espère qu'on va avoir l'occasion de recommencer ce genre de choses de manière encore plus forte et encore plus massive. Ce serait... On cassera tous les champs d'OGM de la région pour aller tous en prison, de la région, du pays entier. Et pendant ce temps, José Bové, lui, savoure son succès. Après des réquisitoires durs et des menaces de prison, et bien maintenant, la parole est à la rue, la parole est aux citoyens qui refusent ce système. Il est vrai que ce matin, la parole a surtout été à la justice. L'affaire du McDonald's de Millau était jugée en appel. Le procureur a requis 3 mois de prison ferme contre José Bové. Si la Cour suit ces réquisitions, le leader de la Confédération paysanne risque de devoir purger toutes les autres peines qui pèsent sur lui, soit finalement 16 mois de prison ferme. Nous nous attendions à des réquisitions sévères. Je dirais que ce sont des réquisitions un peu comme un double Big Mac, vous savez, avec plusieurs couches, mais fondamentalement indigestes. Les 10 prévenus de Millau réclamaient la relaxe pour tous. De quel côté la Cour d'appel penchera-t-elle? Réponse le 22 mars. Une chose est sûre, si José Bové finit en prison, ses émules, eux, occuperont la rue.
Et en direct de Montpellier, José Bové, bonsoir. On vient de le dire, si l'on cumule vos différentes peines requises contre vous, on aboutit donc à un total de 16 mois de prison. Vous parlez de sévérité, mais en même temps, est-ce que vous êtes prêt à affronter, comme vous l'avez souvent dit, la prison? Vous vous y préparez? Écoutez, je pense qu'on va attendre le 22 mars, le jour du délibéré. Et en tout état de cause, j'assumerai mes responsabilités, mais d'autres recours sont encore possibles. Si je dois aller en prison, j'irai, parce qu'aujourd'hui, la cause, c'est une cause qui dépasse simplement mon problème. C'est une cause qui reçoit le soutien d'une majorité de citoyens. Et aujourd'hui, les gens étaient à Montpellier comme ils étaient à Millau avant, pour dire qu'ils refusent ce monde où le marché domine tout, et je crois qu'il faut se battre. José Bové, vous ne demandez pas de régime ou de faveur spéciale, vous ne demandez pas la clémence ou une quelconque grâce des politiques? Je pense que l'heure n'est pas à demander une quelconque grâce. Aujourd'hui, nous attendons le verdict de la justice. Ce qui est important, c'est que ce combat aujourd'hui a une audience nationale et internationale et qu'il ne fait que commencer. Aujourd'hui, on nous disait qu'il y aurait très peu de monde à Montpellier. Près de 30 000 personnes étaient dans les rues. Ça veut dire que le combat va continuer, que nous serons, par exemple, à Gênes au mois de juillet pour dire que nous refusons le sommet du G8 et que nous allons continuer à préparer des alternatives à l'internationalisation du commerce, mais en même temps notre combat paysan à nous, eh bien, c'est d'exiger une réforme de la politique agricole commune qui est en train de détruire les paysans, on le voit avec la crise de la vache folle, et qui est en train de créer l'alarme. Ça, on comprend bien vos théories et je voudrais qu'on en reste plutôt à la justice, puisqu'il est question de justice aujourd'hui. Au terme de ces différents procès, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que désormais votre action pourrait se dérouler dans le cadre de la légalité? Est-ce que votre message ne passerait pas aussi bien maintenant que vous êtes si connu? Écoutez, je pense qu'à chaque époque correspond un mode d'action. Pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on puisse avoir un véritable débat et que les hommes politiques, les différentes institutions comprennent qu'il faut changer de logique. Moi, je suis prêt à rencontrer tous les responsables politiques au niveau national et européen afin que dans les cadres des discussions qui doivent se faire, eh bien, on puisse avancer. Je crois que le débat aujourd'hui est mûr pour qu'un véritable échange puisse avoir lieu, pour qu'enfin on sorte de cette logique qui nous oblige à mener des actions alors que les citoyens eh bien, refusent les OGM et demandent une autre politique agricole. Alors en tout cas, vous persistez d'une certaine façon puisque vous appelez à une journée de mobilisation pour détruire les OGM en avril prochain, c'est-à-dire dans un mois et demi. Rien ne vous fera donc reculer? Je pense que le combat contre les organismes génétiquement modifiés, c'est vraiment le combat pour l'ensemble de la population, pour la biodiversité. Effectivement, nous appelons à une journée de mobilisation le 17 avril. Nous disons aux gens, eh bien, s'il y a des essais transgéniques dans votre département, eh bien, il faut les détruire. Il faut aller dans les supermarchés, sortir des rayons les produits qui contiennent des OGM. Je crois que c'est un combat qui concerne tout le monde et nous continuerons ce combat tant qu'il n'y aura pas un moratoire définitif sur l'utilisation des organismes génétiquement modifiés. Y compris un combat hors la loi, donc? Je pense que le combat syndical, le combat citoyen, par moment, doit sortir de la légalité pour faire avancer les nouveaux droits. Eh bien, à un moment, il faut renverser les droits existants. Il faut créer du droit. Notre mouvement, c'est d'abord un mouvement pour créer du droit, pour créer véritablement la possibilité pour les citoyens de pouvoir vivre tous ensemble sur cette planète, qu'ils soient au nord ou au sud. Merci José Bové d'avoir répondu en direct à nos questions. Manifestation d'agriculteurs hier soir à Lisieux, profitant de la présence du ministre de l'Intérieur. Ils ont tenté d'envahir la salle où se trouvait Daniel Vaillant. Les forces de police sont intervenues, tirs de grenades de lacrymogènes. Un peu plus tôt, un groupe forçait la grille de la sous-préfecture à l'aide de tracteurs. Au total, quelques 200 manifestants s'étaient donné rendez-vous pour protester contre la crise qui les frappe, c'est-à-dire celle de la filière bovine. Venons-en aux recommandations concernant la viande de mouton prise hier par l'Agence française de sécurité. Il n'y a pas aujourd'hui, selon le ministre de l'Agriculture, d'affaire du mouton, mais la prévention passe avant tout, même si elle provoque chez les éleveurs de moutons une certaine inquiétude. Réaction dans l'Orme, Séverine Lebrun, Yann Moine. Cela fait maintenant 8 ans que Martine Colombe a repris la ferme familiale. 600 brebis, 15 béliers, toute une flopée d'agneaux. Ici, il n'y a jamais de temps mort. Heureusement, Martine connaît son métier sur le bout des doigts. Je suis née dedans, j'ai donné mes premiers biberons à 2-3 ans et toutes mes vacances scolaires, je les ai passées avec les moutons.
Martine ne compte pas ses heures de travail. En période de naissance d'agneaux, elle passe 20 heures sur 24 dans la bergerie. Son père lui donne un coup de main, lui aussi était éleveur, et quand il entend l'AFSA parler de nouvelles précautions vis-à-vis des abats de moutons, il trouve cela un peu exagéré. Le consommateur va subir le même choc vis-à-vis du mouton qu'il a subi sur le bœuf, donc une méfiance qui va déstabiliser la filière ovine sans motif valable. Comme son père, Martine craint la réaction des consommateurs. Elle voudrait surtout qu'ils comprennent qu'aucun cas d'ESB n'a pour l'instant été découvert dans un élevage naturel. En plus, si l'on retire du marché les abats des agneaux de plus de 6 mois, l'éleveur risque d'en être de sa poche. Il faut savoir que les abats ne nous sont pas payés par l'abattoir, c'est ce qu'on appelle le 5e quartier. Donc si l'abattoir est obligé de détruire ce 5e quartier, ça va être des coûts supplémentaires, soit pour le distributeur ne va pas l'accepter, donc ça va encore être une baisse de revenus pour l'éleveur. Donc une panique, moins de consommation, une baisse à la production, je pense que la France en fait trop. Selon Martine, de telles mesures pourraient être dangereuses pour l'avenir de l'élevage ovin. Elle n'oublie pas de rappeler que la France ne produit plus aujourd'hui que 40% des moutons qu'elle consomme. Il serait temps d'en prendre conscience et de commencer à s'y préparer. Dans un an, jour pour jour, le franc aura disparu de la circulation. Il faudra bien se mettre à l'euro. Reste que le temps d'adaptation pour les particuliers n'est rien par rapport aux dispositifs que les entreprises et les commerçants vont devoir mettre en place bien avant. Et il faut se lancer vite, disait Laurent Fabius ce matin. David Bohéry et Guillaume Fautra. L'euro ici, on ne connaît pas encore. La préparation n'a pas commencé. Le passage à la future monnaie, c'est dans moins d'un an. Autant dire que ce n'est pas pour demain. Sur les étiquettes, un seul prix affiché en francs. Et ce commerçant, pour l'instant, ne voit aucune raison de se presser. On attend vraiment le dernier moment, c'est ce qu'il y a de plus simple. Je pense qu'il faut agir de façon instinctive et puis ça sera tout seul. D'autres ont pris de l'avance dans leurs préparatifs, mais ils ont encore beaucoup de mal à sensibiliser leurs clients. On a beau avoir au niveau du ticket le montant qui apparaît en euros, mais les gens ne s'en soucient pas encore. Tant qu'ils ne sont pas vraiment confrontés au problème. Difficile de se mobiliser, les pièces et billets ne seront dans les porte-monnaies qu'à partir de janvier prochain. Pourtant, il est déjà possible de payer en euros par chèque ou carte bancaire. Nous avons une machine qui nous sort tout en euros, madame. En francs ou en euros, selon que l'on... Voilà, donc il n'y a pas de problème. Nous avons pris nos devants, j'allais dire. On peut déjà commencer à être payé en euros, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas être si facile que ça, mais on va y arriver, ensemble. Pour le gouvernement, le pari n'est pas encore gagné. La préparation des petites et moyennes entreprises est en train de prendre du retard. Nous avons encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas commencé leur préparation à l'euro. Un peu plus de 40%, c'est quand même beaucoup. Et donc il faut passer la vitesse supérieure. Dès lundi prochain, une nouvelle campagne tentera de convaincre entreprises et commerçants de se préparer dès maintenant. Passer à l'euro pose un certain nombre de problèmes et nécessite du temps. Double affichage, évolution de sa paye, évolution de prise en compte de ses relations avec ses clients, avec ses fournisseurs. Voilà, donc aucun de ces problèmes pris individuellement n'est très compliqué, mais l'addition fait qu'il faut un peu de temps pour résoudre toutes les questions. Autant de questions qu'il faudrait régler d'ici l'automne, bien avant l'arrivée le 1er janvier 2002 des billets et des pièces en euros. L'actualité internationale à Bagdad, on a appris en toute fin d'après-midi, selon la télévision irakienne, que des bombardements américains auraient touché la capitale. De fortes explosions ont été entendues dans la ville. Les batteries de défense antiaérienne seraient alors entrées en action. Bagdad accuse les États-Unis d'agression. Et nous rejoignons à l'instant en direct de Washington Étienne Lénart. Est-ce que vous avez bien confirmation de ces bombardements d'origine américaine ? Absolument, Béatrice. Confirmation par la Maison-Blanche il y a une vingtaine de minutes que des avions américains et britanniques ont bombardé des centres de commandement et des radars de communication tout près de la capitale irakienne, donc Bagdad. Vous savez que des avions américains et britanniques survolent la fameuse zone d'exclusion aérienne mise en place par l'Organisation des Nations Unies dans le territoire irakien pratiquement tous les jours. Mais ce qui est nouveau, c'est que cette fois-ci, des bombardements ont eu lieu à l'extérieur de cette zone d'exclusion aérienne, tout près de la capitale. On ne sait d'ailleurs pas toujours pour l'instant, à l'heure qu'il est, si ces bombardements ont fait des victimes. Alors Washington affirme qu'il ne s'agit pas d'un changement de politique à l'égard de l'Irak. Vous savez que l'administration de George Bush est en place depuis 3 semaines, qu'elle
Elle a adopté un ton extrêmement offensif à l'égard de l'Irak et de Saddam Hussein. Et il va être intéressant à cet égard d'entendre les mots qu'utilisera le président George Bush, qui se trouve actuellement en visite officielle au Mexique pour 24 heures, d'entendre les mots avec lesquels il commentera tout à l'heure ces bombardements, puisqu'il doit donner une conférence de presse vers 15h30, 16h ici, heure de Washington. Il sera 21h30, 22h à Paris. Merci Étienne Lénart de ces toutes premières précisions. Nous y reviendrons bien sûr dans notre journal de la nuit et demain dans la journée. La situation au Proche-Orient avec un climat d'extrême tension entre attentats et ripostes. Ce matin, un militaire israélien a été tué, 2 autres blessés près de la frontière libanaise à Sheba. Une attaque revendiquée par le Hezbollah. L'armée israélienne a riposté. Et contre cette montée de la violence, Ariel Sharon entend bien former ce gouvernement d'union nationale. Hier soir, Ehud Barak et le nouveau Premier ministre ont trouvé un terrain d'entente avec à la clé 2 portefeuilles essentiels pour les travaillistes, la défense et les affaires étrangères. Reste l'accord nécessaire du parti qui voit de nombreux revirements dans l'attitude de l'ancien chef du gouvernement. Charles Anderlin. Maître de l'incrédibilité, chevalier du déshonneur, Barak, personnage vaincu et cynique, c'est au vitriol que la grande presse de Tel Aviv a accueilli la dernière volte-face d'Ehud Barak. Mais d'abord, un bref rappel. Le 6 février dernier, après sa défaite électorale sans précédent dans les annales de la politique israélienne, il décidait de quitter la vie politique. Et seulement 10 jours plus tard, hier soir, il a cédé à l'attrait du pouvoir et accepté d'être le ministre de la Défense d'Ariel Sharon. Déjà surnommé Ehud Zigzag par ses détracteurs de droite, M. Barak vient donc d'effectuer la plus courte traversée du désert dans une région qui en compte beaucoup. Cela après avoir passé seulement 18 mois à la présidence du Conseil, 18 mois durant lesquels les négociations avec la Syrie ont échoué et le processus de paix avec les Palestiniens s'est effondré. Des échecs dont il rejette la responsabilité sur Hafez el-Assad et sur Yasser Arafat. Aux ordres d'Ariel Sharon, il aura la responsabilité de la répression du soulèvement palestinien. Les 2 hommes ont toujours été très proches. Sharon est le fondateur des unités spéciales israéliennes où Barak a excellé. Et c'est Sharon, ministre de la Défense, qui a donné ses galons de général de division à Ehud Barak, qui fut un des stratèges militaires de la guerre au Liban en 1982. Mais une nouvelle et rude bataille attend le Premier ministre sortant. Il devra, après en avoir négocié les derniers détails, faire approuver l'Union nationale par les instances du Parti travailliste. Il pourra compter sur l'appui de son rival, Shimon Peres, futur ministre des Affaires étrangères. En signe de protestation, plusieurs responsables travaillistes envisagent de quitter le parti. Et aujourd'hui, après avoir remercié les militants qui ont fait campagne pour lui dans la région de Tel Aviv, Ehud Barak entonnait le couplet « Tout ira bien ». Au Kosovo, dans le nord de la province, une bombe a explosé au passage d'un convoi transportant des Serbes dans ces 4 bus escortés par la KFOR. 35 blessés, dont 10 graves et 7 morts. Un lourd bilan pour cette bombe qui aurait été activée à distance. Sur le terrain, la guérilla albanaise se poursuit. 70 combattants soupçonnés d'être des activistes ont été placés sous haute garde par la KFOR, alors que l'armée yougoslave multiplie des actions de vigilance au sud de la Serbie, à la frontière avec le Kosovo. Nos envoyés spéciaux Gérard Grisbeck et Yann Jikel ont pu, le fait est rare, approcher ces militaires. Des militaires souvent désenchantés qui, pour certains, pourraient comparaître devant le TPI pour crimes de guerre. Depuis plus d'1 an, ils ont creusé des tranchées. Combien sont-ils? Secret défense. L'armée yougoslave affronte des groupes armés albanais dans le sud de la Serbie. De l'autre côté, le Kosovo. Ce Kosovo, les officiers nous en parlent encore dans des casemates à quelques mètres sous terre. Notre devoir, c'est d'accomplir notre mission. Je n'ai pas d'autre commentaire à faire. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu l'ordre de quitter le Kosovo? Ça m'a fait mal. Preuve que ça fait mal, d'autres officiers nous montrent leur matériel en parfait état de marche. Ils avaient tout enterré pendant les bombardements de l'OTAN. Alors ils ne comprennent pas pourquoi il a fallu capituler, quitter le Kosovo et abandonner les leurs. Il y a 10 ans, j'ai vécu une tragédie.
Mon fils aîné est mort. On vivait au Kosovo, il a été enterré là-bas. Et aujourd'hui, je ne peux même plus aller sur sa tombe. Après les premières lignes, retour à la caserne de Bujanovac. Même discours, même sentiment d'humiliation, l'impression d'avoir été trahi par les politiques. Et puis on nous annonce l'arrivée du général Lazarevic, la bête noire de l'OTAN pendant la guerre. Il était numéro 2 de l'armée yougoslave au Kosovo. Certaines rumeurs disent qu'il pourrait être poursuivi par le tribunal pénal international pour crimes de guerre. Aucun soldat n'a commis de crime de guerre. Et si quelqu'un l'avait fait, il devrait être jugé. Je ne me pose pas la question de savoir si je suis sur la liste du tribunal pénal international. Un jour, il met un nom sur la liste, un autre jour, il en ajoute un autre, un troisième jour, je ne sais quoi. On saura peut-être un jour qui a perpétré les massacres d'Albanais pendant la guerre, soldats ou miliciens. En attendant, l'armée yougoslave a l'impression de payer l'échec de Slobodan Milosevic. L'actualité sportive avec la rencontre demain à Dublin pour la deuxième journée du tournoi Destination. L'équipe de France s'opposera à l'Irlande. Une revanche pour les Bleus, un an après leur défaite face aux Irlandais au Stade de France. L'un des plus brillants joueurs de cette équipe, Brian O'Driscoll, a été formé dans un collège catholique qui, depuis un siècle à Dublin, met en selle les meilleurs rugbyman irlandais. Nathanaël de Rinxin, Sylvain Dauba. De l'ordre et de la discipline. Les cours sont finis, les 1600 élèves du Blackrock College de Dublin recommencent à vivre. Dans les couloirs de l'établissement, fondé en 1860, l'uniforme gris est obligatoire. Les maillots de rugby sont tolérés, mais seulement pour les joueurs d'une des 25 équipes de l'école et à condition qu'il y ait match ou entraînement. C'est une tradition de l'école de former et révéler les grands joueurs irlandais. Hugo McNeil, Neil Francis, Randy Malone, Harris Nicol ou plus récemment Brian O'Driscoll. Brian O'Driscoll, le bourreau des Français au Stade de France l'an passé, était dans la promo 96. Cette équipe est surnommée la Dream Team, elle n'a jamais perdu. En un siècle de rugby, l'école a remporté 63 des 100 titres mis en jeu. Blackrock est un collège catholique où le rugby est une religion. D'ailleurs, le manager de toutes les équipes, c'est le père Goff qui célèbre les messes avant match. Ici, pas question de rentrer sur un terrain sans être passé par la chapelle. On vient ici pour souder l'équipe. Quand on prie ensemble, on joue ensemble. Blackrock possède une dizaine de terrains de rugby au milieu d'un parc de plusieurs hectares situé face à la mer. Les étudiants doivent payer 25 000 francs pour suivre l'année scolaire et bénéficier des 5 entraînements hebdomadaires offerts aux équipes. Ça veut dire qu'on est dans un cercle de copains, on est une équipe très rapprochée. Le premier jour, je me suis fait plein de copains, le premier entraînement. C'était dur, mais comme ça, j'ai connu des types et ça m'a beaucoup aidé dans la vie scolaire. En Irlande, porter les maillots bleus et blancs du collège, c'est un gage de qualité pour tous les rugbyman. Cette école est une des meilleures du pays depuis près d'un siècle. C'est presque une certitude, l'avenir du rugby irlandais se dessine ici, sur les terrains de Blackrock. La Coupe du monde de ski alpin avec ce sans faute de la Française Carole Montillet qui a remporté le Super G de Garmisch-Partenkirchen. Elle devance largement la favorite tricolore, Régine Cavagnou, qui n'a pris que la 4e place. Christelle Bertrand. C'est la première fois que Carole Montillet atteint la plus haute marche d'un podium. Sur la piste sélective de Garmisch-Partenkirchen, la Française s'est lancée dans les portes du Super G sans complexe. À 27 ans et après 10 ans de carrière, Carole Montillet efface en Allemagne toutes ses blessures passées et ses nombreuses places à côté des meilleurs. On regarde toujours les autres avec beaucoup d'envie. Et deuxième c'est bien, troisième c'est bien, mais se dire qu'un jour sur une piste on a été là plus vite, c'est vraiment un moment de bonheur très intense. C'est aussi une victoire arrachée pour 1 centième de seconde d'avance sur Renate Götschel. L'Autrichienne favorite s'incline de peu mais se console en terminant devant l'autre Française, Régine Cavagnou. La championne du monde franchit la ligne en signant le 4e temps. Cavagnou est toujours leader de la Coupe du Monde avec 156 points d'avance sur Götschel. 3 Super G avant la fin de saison, le globe de cristal se rapproche.
Les départs se poursuivent vers les stations de sport d'hiver. La journée de demain est classée rouge sur les routes. Et pour les vacanciers, le plaisir de la glisse ou du hors-piste. Le hors-piste qui n'est pas, comme on le croit souvent, hors la loi, mais qui nécessite bien évidemment prudence et précaution avec l'aide d'un guide. Reportage dans les Hautes-Alpes, à la Meige, Agnès Gardet et Frédéric Pasquette. Ouais, on va monter là-haut. Le glacier de la Meige et ses vallons. 3500 mètres d'altitude. C'est l'un des endroits les plus prisés des skieurs hors-piste. Début d'une balade extraordinaire, mais attention, parfois danger. Sur un glacier, c'est facile, tout est tranquille. Alors on se lâche, et le problème c'est qu'il y a des crevasses. Il peut y avoir des crevasses. Dépasser cette frontière, c'est changer de monde. On quitte les flancs balisés pour des pentes poudrées, pratiquement vierges. La descente est douce et pourtant méfiance. Sous une bosse ou dans un creux se cache parfois la crevasse. C'est pour ça qu'il faut suivre le guide et rester dans sa trace. C'est très important de leur expliquer qu'ils ne sont pas dans un endroit comme ailleurs, hein, que ce n'est pas des pistes, que donc la montagne n'a pas été faite pour le skieur, contrairement à une piste qui a été vraiment étudiée pour qu'on puisse skier sans se faire mal. Ni panneau, ni pisteur. Ici, tout est à l'état brut. Interdit donc aux débutants, excepté s'ils sont accompagnés. 60 000 skieurs entraînés passent par là chaque hiver. Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie, ils viennent parfois du bout du monde pour le plaisir de descendre la Meige. Je viens ici parce que c'est la meilleure place de le monde pour faire le hors-piste. Passionné avec ça et conscient du danger, dit-il. C'est d'ailleurs ce que l'on attend du skieur hors-piste. Seulement voilà, comme partout, il y a les fiers à bras et les inconscients. Sur les traces laissées par d'autres, ils s'en vont se perdre dans des couloirs abrupts. Pas question pour autant de baliser le terrain. Il faut que ça reste comme ça. Hein. Les gens, ils le savent au départ que c'est hors piste. Autrement, on va tomber dans la caricature des autres stations, quoi. C'est quand même autre chose d'ici, non? À la fois belle et indomptable. C'est pour ça qu'on l'aime. La montagne ici n'a rien perdu de sa grandeur, pourvu que ça dure. En Finlande, ces images féeriques pour la 6e édition des Châteaux de neige qui attirent près de 200 000 visiteurs durant les 2 mois de la saison. À l'intérieur de ce véritable hôtel de glace 5 étoiles, un restaurant, une chapelle où certains couples décident de se marier et chacune des 19 chambres hors du commun ont leur propre décoration. Un seul inconvénient, la température à l'intérieur est de -5 degrés. Demain sur France 2 en direct à 20h50, les victoires de la musique qui récompenseront les talents de l'année. Parmi les nominés, le groupe Tetraed, 7 artistes qui font carrière en dehors du circuit traditionnel. Histoire d'un succès inhabituel pour ce groupe qui remplit les salles. Ils seront d'ailleurs au Palais des Sports à Paris à la mi-mars. David Bazier, Philippe Dumail. Mystérieuse Tetraed. Pas vue à la télé, silence à la radio, et pourtant. Des foules de jeunes gens en transe, des concerts complets 1 mois à l'avance. Partout en France, on se presse pour vibrer sur des chansons à texte réputées difficiles d'accès. Cette qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches, vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. Sans publicité, c'est dans ce genre d'endroit que les Tetraed sont allés véritablement recruter leur public. Quand on a démarré, c'était fin des années 80, il y avait beaucoup de cafés-concerts et c'était à peu près les seuls endroits où les gens acceptaient les Tetraed, en tout cas en concert, quoi. Donc on allait déranger les gens en train de boire pour essayer de leur dire arrêtez de boire pendant 10 minutes, reprenez après et écoutez-nous pendant 10 minutes. Oh Marinette, faites apporter des fois, vaut mieux piler plutôt que de perdre la tête. Des textes, des mots, de l'écriture. Certains ne s'y trompent pas. Jean Corti, jadis accompagnateur de Brel, vient de rejoindre les Tetraed. Ça me rappelle vraiment Brel, puis même la façon de travailler. La façon de travailler, parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de chef d'orchestre dans les têtes. Des maracas, des bricoles que je sors à droite à gauche, qui vont servir à juste mettre une couleur par endroit. Alors,
Pas de vedette si forte tête qui pose une fanfare d'instruments sur les textes du chanteur, dont la plume dessine aussi les pochettes des albums. 100 000 exemplaires du dernier se sont vendus. Le Mystère Tête Raide, la victoire de 10 ans de bouche à oreille. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle les deux principaux titres. Les affaires de pédophilie à l'école, comme celle de Cormeilles cette semaine, illustrent les difficultés de l'éducation nationale à briser totalement la loi du silence. Des progrès ont été faits, mais le chemin est encore long. Ambiance de carnaval à Montpellier pour les amis de José Bové qui ont défilé dans la ville. José Bové qui comparaissait pour la destruction du McDonald's de Millau. 6 mois de prison, dont 3 fermes, ont été requis. Dans un instant, la météo, Patrice Drevet, puis le point route, Yves Cara. 20h50, votre policier du vendredi, Maigret avec Bruno Kremer. Minuit, le dernier journal, Laurence Piquet. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 13h. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.